Dieu merci, la tournée d'automne a enfin commencé. Entre l'Australie qui gagne en Angleterre et la Nouvelle-Zélande qui gagne en Irlande, j'avais vraiment hâte de voir les Bleus sur le terrain. Et heureusement pour nous, Cocorico, les Français se sont imposés 52-12 face aux Japonais. On va débriefer tout ça. Et je vais vous avouer quelque chose, j'étais pas spécialement satisfait à la fin du match, j'étais trop concentré sur ce qui n'allait pas. Entre les imprécisions qu'on a de plus en plus en fin de match avec des Bleus qui semblent moins frais physiquement, comme si le banc avait apporté beaucoup moins que ce qu'il devrait apporter, à la 63e, on a 6 fautes de main et au final on s'en retrouve avec 20, donc ça veut dire que dans les 15 dernières minutes on fait 14 fautes de main. On a aussi 5 pénalités qui sont sifflées dans les 25 dernières minutes. Thomas Ramos qui manque 4 transformations. Faut dire que la caméra nous aidait pas forcément à comprendre ce qui se passait, entre certains cadrages qui étaient pour moi un peu folkloriques. En vidéo, pour faire simple, il y a ce qu'on appelle la règle des tiers, c'est-à-dire que l'œil instinctivement va être concentré sur un cadre situé au centre. Il y a parfois des moments où je me demandais ce que faisaient les cadreurs, en tout cas la régie, pour nous présenter des plans extrêmement larges où le sujet de l'image était le terrain. Alors que lors d'une transformation, et ça on l'a vu plusieurs fois en première mi-temps, ce qui est important c'est de savoir si le ballon va passer la transformation. Heureusement le tir a été plutôt rectifié en fin de partie. J'ai noté sur les 3 dernières transformations que c'était beaucoup mieux. Voilà, il y a quelques ajustements à faire. Je ne parlerai pas des commentateurs sur TF1, je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps. J'attendrai la fin de la tournée d'automne pour pouvoir me prononcer dessus. De mon côté, ce sentiment de déception était plutôt nourri par des conditions de visionnage qui n'étaient pas optimales, et pour ça, il fallait que je regarde le match une deuxième fois. Et bah j'avais tort. Mais waouh, ce match était incroyable. On se rend pas compte, mais on n'a pas le droit d'être déçu. Déjà, c'est un match à plus de 50 points de l'équipe de France. Il y a 8 essais, et c'est pas des essais spécialement moches à l'irlandaise. C'est la plus grande victoire face au Japon en confrontation officielle avec le plus grand écart et le plus grand nombre de points marqués. C'est un match qui est déjà historique. Et avec ça, il y a une affluence record pour cette affiche-là au Stade de France. On a beau dire que c'est que 50 000 personnes, ce n'était pas arrivé avant. Les chiffres généraux du match sont très bons. Et si en plus, on relève la tête du guidon, on a encore moins de raisons d'être frustré ou déçu. Déjà, le contexte. On l'oublie très vite, mais l'équipe de France sort d'une tournée estivale qui a été catastrophique en Amérique du Sud. Les faits extrasportifs ne nous donnaient plus du tout envie de regarder du rugby. Il fallait absolument retrouver la communion avec le public, redonner la confiance à ce 15 de France. Bah ça a été le cas. On l'oublie aussi, et moi le premier, mais le tournoi destination aurait pu être clairement catastrophique récemment, avec 3 défaites qui ont été évitées de justesse. Je pense à l'Italie, à l'Écosse ou à l'Angleterre. C'était un match loin d'être facile à préparer. Je m'attendais personnellement à une victoire des Bleus, mais pas à ce niveau-là. Je n'aurais pas été surpris si j'avais vu les titres de la presse le lendemain en se disant « Victoire difficile des Bleus, on s'est fait peur ». Vous connaissez la chanson, habituellement la France s'habitue au niveau de l'adversaire. Bah là, c'était pas le cas. On a vraiment tenu notre rang. Et je suis très content de voir que les promesses du staff et des joueurs qu'ils avaient dans le premier épisode de Destin Mêlé que vous pouvez suivre sur YouTube, bah se réaliser. Les Bleus devaient gagner très largement, ils ont éclaté les Japonais, il fallait tout de suite rentrer dans la tournée et passer vite à autre chose par rapport aux événements de l'été, ça a été fait, la confiance me semble revenue, et ça, c'est génial. Et à l'arrivée, il y a 40 points de plus pour la France. En termes de pronostic, je suis pas sûr que tout le monde ait mis ça. Donc, un très bon match fourni par les Bleus. Et si vous vous repenchez sur le match, et je vous invite à le faire, bah on se rend compte qu'il y a énormément de points positifs. Je parlerai pas des individualités, mais l'aspect offensif, qu'est-ce que ça faisait du bien. Il y avait de l'espace, il y avait une excellente lecture de la défense adverse qui était très resserrée près des rucks, et du coup, nos ailiers avaient le champ libre, bah ça on a parfaitement réussi à l'utiliser, et il y a 2 essais qui en découlent. Ensuite il y a eu un arrosage de coups de pied très précis, j'en ai quelques-uns de Léo Barré en tête, mais surtout le 50-22 de Thomas Ramos en fin de match, alors qu'il est censé être fatigué. Les Bleus se retrouvent avec 34 coups de pied, dont 22 qui sont considérés comme courts ou tactiques. Et quand je vois le retour des vestiaires, il y a eu quand même des moments où la France était en mode rouleau compresseur. L'essai de Gros conclut un sacré moment offensif. Et on a sans doute tendance à dire que la meilleure défense c'est l'attaque. Bah au rugby, je pense que la meilleure attaque, c'est la défense. Et la défense des Bleus m'a clairement plus impressionné que leur attaque. On a eu 2 belles défenses sur Maul entre Dupont et celle de Ramos. Des contre-rocs comme par exemple à la 18e minute qui mène au 3e essai des Bleus. Une flopée de plaquages offensifs entre Guillard et Paul Boudéan. Ça c'était génial. Il fallait pas non plus s'échapper aussi dans des moments chauds. Par exemple Léo Barré au tout début du match qui arrête le japonais alors que c'est un avant
face à un arrière, donc normalement ça doit pas faire photo. Il y a aussi la défense d'Atisogbe qui empêche l'essai japonais, très grosse défense des Bleus. Il y avait la volonté de faire tomber très rapidement les adversaires, et surtout la lecture défensive des Bleus était géniale. Quand on voit que Dupont se jette parfaitement bien dans le timing pour arrêter l'attaque japonaise, bah ça c'est une très bonne lecture et ça a été parfaitement bien préparé. Au final, on s'en sort avec près de 90% d'efficacité au plaquage alors qu'il y a plus de 200 plaquages tentés. C'est une très grosse prestation des Bleus en termes défensifs. Du coup, on a retrouvé notre jeu de dépossession, même si on joue toujours chez l'adversaire. Et avec ça, on a vu de la filouterie. Je pense à Movaka qui pouvait laisser traîner son pied dans un ruck, à Aldrid qui laissait aussi traîner ses mains et du coup ça pouvait ralentir les sorties de balles. L'essai de Movaka en touche avec la bonne communication de Dupont, génial, à refaire tous les jours. Et j'ai bien aimé aussi le coup de Léo Barré à la 14e minute. Les Sud-Africains nous l'avaient déjà fait, à savoir de faire mine de jouer la touche rapidement et de faire reculer petit à petit le pseudo-alignement japonais, sachant que ça joue parfaitement bien avec la règle. Parce qu'au rugby, au moins 2 joueurs de chaque équipe sont nécessaires pour former un alignement. Ça, c'est la règle 18.11, sachant en plus que Léo Barré joue avec la règle 18.4a, à savoir qu'il peut jouer rapidement le ballon du moment qu'il est entre la marque de la touche et son en-but. C'est très intelligent parce que ça va faire reculer les 2 joueurs japonais qui vont devoir revenir forcément en courant dans leur camp lorsque l'alignement est formé par Movaka et ses coéquipiers, et du coup il y a de la fatigue, potentiellement du retard et des espaces qui peuvent s'ouvrir. Alors je suis pas spécialement frileux de cette utilisation de la règle, même si c'est très intelligent. On pourrait par exemple imaginer que la remise en jeu se fasse entre la zone de marque et 10 mètres après cette zone de marque. Ça éviterait de reculer pendant 20 mètres. Ça c'est le petit côté de la règle rugby, d'ailleurs si ça vous intéresse d'en avoir un peu plus, n'hésitez pas à me le dire. Et ça me permet de terminer sur le côté arbitrage. J'ai particulièrement été satisfait de voir le premier match international de Monsieur Schneider. Le métier d'arbitre est assez difficile et les situations étaient loin d'être simples, donc il s'en est bien sorti. J'ai même trouvé que l'arbitre était plutôt clément avec les Bleus, surtout quand on a une phase autour de la 60e minute où on fait plusieurs fautes proches de notre but. Ça aurait mérité sans doute un carton jaune et je n'aurais pas été surpris de le voir arriver. Et puis on va pas se mentir, j'adore Thomas Ramos, mais son grattage avec les mains au sol puis les mains sur ballon, bah ça c'est illicite et il faut l'avouer. J'ai été plutôt surpris de voir que la transformation du deuxième essai japonais n'était pas valide, mais ça je pense que c'est dû à l'impression que l'on a. Visuellement le ballon est dans les poteaux, mais est-ce qu'il passe après ou avant le poteau? Bah ça, grande question, et je pense que l'arbitre de touche à ce moment-là est le mieux placé pour prendre la décision. Donc très généralement, je suis satisfait de l'arbitrage. J'ai même été surpris par moments de voir de beaux moments d'échange, de sourires, de rigolade presque entre Movaka et l'arbitre en mêlée. Et ça fait du bien, ça montre surtout que le rugby est un jeu avant tout, et c'est pour ça qu'on en profite, et c'est pour ça qu'on est passionné. Voilà, c'est tout pour le débrief France-Japon, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les Bleus!